brève et efficace. Donc, moi, je n'ai pas de PowerPoint parce qu'on a été informé que nos collègues avaient des PowerPoint. La concurrence est rude. Mais je vais quand même me servir d'une slide de Anaya pour vous. Voilà. Juste là sur cette carte. Donc, moi, je vais vous parler d'une mine qui se trouve quelque part par ici, au nord de la Suède, dans une ville qui s'appelle Kiruna. Donc cette mine, c'est une des plus grandes mines de fer au monde. Et malheureusement, cette mine fait vivre une mutation profonde au territoire et à la vie des Samis, qui les contraint à concilier leur travail pastoral et les enjeux économiques et industriels. Donc il faut savoir que cette mine a été ouverte en 1898 par la société minière suédoise LKAB, initiale pour un mot suédois que je serais bien en peine de vous prononcer. Depuis plus d'un siècle, elle fournit une part conséquente du minerai de fer européen, avec un rendement annuel supérieur à plus de 25 millions de tonnes de fer produit. Pour exploiter les gisements, l'entreprise creuse de gigantesques galeries souterraines, nécessitant une infrastructure ferroviaire et énergétique conséquente. Le problème avec cette mine, c'est que à partir des années 2000, les galeries ont pris une telle ampleur que la ville de Kiruna a commencé à s'affaisser. Et a mis en péril les bâtiments et par la même occasion les habitants de la ville. Face à cet enjeu, la municipalité et LKAB ont lancé un vaste plan de relocalisation urbaine, plus grand projet de ce type en Europe par ailleurs. Ce projet s'est déroulé en 3 étapes. D'abord des étapes préliminaires de 2008 à 2012, où des experts se sont réunis pour réunir une évaluation géotechnique suffisante et un choix du nouveau site à environ 4 km à l'est et les premières consultations publiques. Ensuite, de 2012 à 2015, une conception et une planification de la ville se sont mises en marche afin de dessiner un nouveau centre-ville et d'intégrer de nouvelles infrastructures modernes comme les écoles, les centres culturels et les logements. Et enfin de définir les zones à déplacer ou à démolir. Et enfin, de 2016 jusqu'à de nos jours, le projet est toujours en cours. Le déménagement progressif de la ville s'est entamé. Des habitations et des bâtiments emblématiques comme l'hôtel de ville qui a été inauguré en 2022 sur le nouveau site, ainsi que l'église de Kiruna qui a été déplacée pierre par pierre et reconstruite à l'identique. De même, ce déplacement de ville, on peut le dire, a des dimensions sociales et culturelles, avec un transfert qui concerne plus de 3000 habitants. Pour ce qui concerne le côté financier, LKAB s'est engagé à financer et achète les propriétés pour les habitants et assure l'indemnisation selon un barème national. Cependant, cette opération soulève quelques tensions avec une adaptation nécessaire au nouveau site. Certains habitants regrettent le charme de la vieille ville construite depuis des centaines d'années et les commerces de proximité ainsi que son lien historique avec la mine. Et on vient enfin aux Samis car c'est ce peuple autochtone, comme nous l'avons abordé, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est le sujet de cette conférence. Les zones de pâturage traditionnelles se retrouvent donc morcelées par le déplacement de cette ville et l'impact de cette mine. Des familles Samis éleveuses doivent désormais franchir de plus longues distances pour atteindre leurs terres, augmentant les coûts et la fatigue des animaux. Malgré beaucoup de consultations, comme l'avaient présenté nos collègues d'Amnesty International, un droit de consultation est utilisable par les Samis, mais jamais de décision. Et beaucoup estiment que leurs connaissances de terrain n'ont pas été suffisamment prises en compte pour déterminer l'emplacement des nouveaux quartiers. Les lieux sacrés et les anciens sentiers migratoires ne figurent toujours pas dans les plans officiels ni dans aucune carte.
Et enfin, les dernières tensions concernent les techniques, le plan technique et d'aménagement. Pour limiter l'empreinte au sol, les bâtiments sont construits sur des pieux profonds et dotés de systèmes de surveillance continue des mouvements du sol, au cas où la mine continue de s'étendre. Des corridors naturels tels que des bosquets ou des talus sont aménagés au sein de la ville, mais certains considèrent cette sorte d'innovation toujours insuffisante par rapport à l'empreinte carbone générée par le déplacement de la ville. Et ces aménagements sont aussi censés assister les Samis dans leur transition entre pâturages, mais pour la plupart des éleveurs, cet aménagement n'est pas suffisant et pas assez large pour la quantité de têtes de rennes déplacées. On en vient donc aux impacts environnementaux de cette mine et de ce déplacement, avec une biodiversité et des pâturages largement impactés. L'extraction modifie durablement le paysage, la déforestation autour des cratères d'effondrement et la création de remblais produit des perturbations hydrologiques. Les parcours des rennes sont fragmentés et la qualité des pâturages chute, notamment en hiver, lorsque les lichens, comme on a parlé à Naya tout à l'heure, qui sont indispensables à l'alimentation, sont plus difficiles à atteindre sous la neige. La pollution rentre également en ligne de compte avec des rejets miniers qui contiennent des particules fines et des métaux lourds. Ces polluants peuvent se diffuser dans les cours d'eau, menaçant la santé des rennes et des humains, ainsi que la pêche traditionnelle, car dans le nord, beaucoup de cours d'eau sont la carte ne le montre pas, mais beaucoup de cours d'eau et de lacs sont dans la zone à cause de leur proximité avec la côte. Ensuite vient les impacts socio-culturels de ce déplacement, parce que des mobilités et des traditions sont présentes depuis un certain nombre d'années. L'allongement des trajets entre les camps d'été et d'hiver impose aux éleveurs samis des journées de route plus longues, et cela fatigue les troupeaux plus que d'habitude et augmente les risques sanitaires ainsi que complique les transmissions, les rites de transmission de savoir. Un enfant sami va à l'école et ne peut pas se permettre de passer des semaines et des semaines à assister ses parents dans la transition des troupeaux. De même, l'économie rentre également en ligne de compte avec de fortes inégalités. Si la mine offre des emplois bien rémunérés, peu de samis y accèdent car ils sont historiquement éleveurs et n'ont pas de formation adéquate pour intégrer ces emplois. Et faute de formation, ça je l'ai déjà dit, et la plupart restent dans l'élevage qui, malgré toutes les difficultés et une baisse de la rentabilité de l'activité, persistent à tenter de conserver leur culture. Il y a également des mouvements de défense qui sont engagés sur le plan juridique. Pour faire valoir leurs droits, les samis ont multiplié les actions, notamment devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il me semble qu'on en a parlé tout à l'heure. Ils manifestent leur présence culturelle à travers des festivals et des gardiens de pâturage, festivals auxquels nous allons assister dans notre voyage. On va aller assister sur 3 jours, il me semble, à un festival appelé le Makumini, organisé par des samis. Ces initiatives visent à renforcer la reconnaissance de leurs traditions et à obtenir une meilleure protection juridique de leurs terres. Finalement, les perspectives et les solutions possibles restent envisageables, avec un renforcement de la consultation théorique pour les samis,
qui impliquerait d'appliquer de manière stricte la convention 169 de l'OIT pour une consultation libre et préalable et informée. C'est la clé pour intégrer les savoirs samis dès la phase de planification. De même, des aménagements écologiques ciblés sont envisageables en élargissant et pour verdir les corridors de migration afin de recréer des zones de lichen et de reboiser avec des espaces locaux, avec des espèces locales, pardon, et pour restaurer progressivement les pâturages. Créer des fonds de développement spécifiquement dédiés aux communautés samis avec un financement d'infrastructures telles que des routes ou des cliniques vétérinaires mobiles afin d'assister les samis dans leur mission migratoire sont envisageables avec des programmes de formation aux métiers miniers et la gestion d'entreprises artisanales. Pour conclure, la relocalisation de Kiruna, indispensable pour la sécurité des habitants, certes, a cependant des conséquences majeures sur le mode de vie sami. Si l'exploitation minière reste une source de prospérité nationale, elle ne doit pas se faire au détriment d'une culture millénaire. Seule une approche concertée, alliant expertise technique, respect des droits autochtones et partage équitable des retombées économiques permettra un développement réellement durable de cette région arctique. Merci.